J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans le compte de votre émission Débat 24+. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Basile, j'y arrive, Diatezoa, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça va. Première question de notre entretien, qui est Basile Diatezoa? Je suis un homme politique congolais. J'ai commencé mes actions politiques avec l'UDPS dans les années 80. J'ai été élu à 2 reprises président de la fédération du Benelux, de l'UDPS. Ensuite, nous avons animé avec le feu Jules Sambwa, l'ancien premier ministre de Mobutu, le club Zaïre 2000. Et lui, il était président, moi j'étais le vice-président. Et c'était un think tank qui avait pour but de réfléchir sur tous les problèmes du pays, politique, économique, social. Et bon, ensuite, j'ai dirigé l'Institut Al-Kadhafi pour l'Union africaine à Bruxelles, qui était financé par le colonel Kadhafi. Voilà un peu résumé mon parcours politique. Aujourd'hui, nous allons parler du régime Tshisekedi. Oui. 5 ans du président Félix Antoine Tshilombo, pour quels acquis de développement? Mais avant tout, vous avez connu Tshisekedi le père. Bien sûr. Quelle image que vous gardez de cet homme? C'est un homme responsable, sérieux. À cette époque, il était secrétaire national chargé de l'organisation. Et moi, en tant que président de la fédération, je dépendais directement de lui. Il était très motivé, il avait une vision pour ce pays. Et avec ses collègues, les 13 parlementaires, ils ont posé les bases du parti. Et nous, comme on était à l'étranger, nous avons assuré le relais parce que tout le temps, ils étaient brimés en exil interne. Donc nous, on avait fait le travail basique d'un parti politique. Jusque vers les années 88, quand Mobutu, après l'accord de Guadolité, a divisé le collège de fondateurs, la majorité était récupérée par le pouvoir en place et nous sommes restés seuls dans le combat avec le feu Étienne Tshisekedi. Et en 2018, son fils prend le pouvoir. Oui. Est-ce que de votre côté, vous vous êtes dit, voilà, il y a quand même une lueur d'espoir pour notre pays? Bien sûr, puisque je connais personnellement le président Fachi. C'est un militant convaincu. Il a fait preuve dans le combat politique au sein du parti. Et puis sur le plan humain, il est très sociable, très affable. Donc pour moi, le fait qu'il soit à la tête du pays, c'est vraiment un grand espoir pour notre pays, quoi. C'est ainsi que j'avais décidé de regagner le pays. Très bien. Après avoir fait plus de 40 ans d'exil, quoi. Vous êtes parmi ces personnes exilées, oui, et qui sont revenues au pays parce qu'il y a eu un appel du chef de l'État. Voilà, justement. Et puis,
le climat était dédramatisé. On voyait bien dans son discours la volonté d'améliorer le climat politique. Donc, nous sommes là pour apporter notre contribution. En passant à l'époque de Mobutu, l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Kabila le fils, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui Fathi c'est un élément rassembleur? Oui, mais il faut voir dans quel contexte il arrive au pouvoir. Hein. Bon, on a connu la période de la conférence nationale souveraine. Malheureusement, ça a échoué. Ouais. Et c'est ce qui a fait que on a connu le phénomène AFDL et le phénomène Kabila. Ouais. Bon, le jeune Joseph Kabila arrive au pouvoir dans sa candeur, il ne maîtrisait pas les problèmes du pays. Et certains milieux étrangers, européens, ont su, disons, l'influencer dans certaines orientations qui ne sont pas bonnes pour le pays. Et je crois que il est plus que temps d'engager le pays vers des réformes, parce que la situation actuelle, toutes ces contradictions montrent bien que la transition n'a pas été bien réfléchie. Ouais. Et je suis convaincu qu'avec le président Fathi, nous pouvons amorcer ces différentes réformes. Lors de sa prise de pouvoir, nous assistons à une période de 10 ans de désaccord avec FCC Cash, cette oui. Plateforme mise en place. Oui. Est-ce qu'on peut tirer les meilleures leçons de cette rencontre? C'était un compromis historique, qu'on peut dire, puisque le FCC avait la majorité au Parlement. Le président est proclamé, mais il est seul en tant que membre de l'UDPS. Bien sûr, il y a des députés de l'UDPS, ouais. Mais qui n'avaient pas les mécanismes du pouvoir comme tel, puisque dans notre constitution, c'est le gouvernement qui gouverne. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est le gouvernement. Donc, n'ayant pas cette majorité, il était obligé de composer avec le FCC. Mais le FCC avait au fond ses objectifs inavoués mais connus. Et ça n'a pas fait long feu. Il y a eu ce crash. Et le président avait deux choix. Soit de dissoudre le Parlement, soit de réajuster la majorité présidentielle en sa faveur au niveau du Parlement qui a été élu. Et je crois qu'il a choisi la voie d'un démocrate. Il pouvait bien aussi dissoudre le Parlement, mais il a préféré composer avec les parlementaires qui étaient déjà en action. Il a su avoir cette majorité au niveau de l'Union sacrée. Bon, mais le temps, il avait déjà perdu, malgré sa vision, il avait déjà perdu 2 ans et demi. Le temps de composer le gouvernement, ouais. Tout ça là. Et puis arrive cette période de Covid, ouais. qui a marqué tous les pays dans le monde. Ça a frappé de plein fouet. Ah oui, ça a été vraiment un coup terrible pour tous les pays sur le plan socio-économique. Tant bien que mal, il a amené le bateau. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aube des élections. Je crois que le bon sens voudrait qu'on lui donne quand même cette opportunité de second mandat. Parce qu'on voit bien qu'il a une bonne vision, mais vous devez savoir que le président, le chef de l'État n'est pas un magicien. Hein, Mobutu l'a toujours appelé, il est président de la République, mais il n'est pas le magicien du pays. Donc, c'est la responsabilité de tous les gouvernants, tant au niveau communal qu'au niveau national, provincial. C'est nous tous, dans la bonne direction donnée par le président de la République, nous tous, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour faire avancer notre pays. Ce n'est pas seulement le bilan d'une personnalité qui est le chef de l'État, c'est le bilan de toute notre collectivité. Les autres nous jugent en fonction de ce que nous produisons comme avancée socio-économique, tout ça là. Donc, tendre à culpabiliser ou bien à responsabiliser une seule personnalité, c'est faire preuve d'irresponsabilité. Monsieur Basile Diaté-Zoa, je dois rappeler que vous êtes un homme politique, vous avez un CV long comme le bras. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IDPS
Et est-elle fière d'être au pouvoir? D'abord... Lorsque vous regardez en face, est-ce que vous êtes fier d'être... Je dois être franc avec vous, et avec l'opinion. L'UDPS que nous avons connu, ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui. Comme plusieurs les dénoncent. Pardon? Comme plusieurs les disent. Oui, bien sûr, cela se voit. Donc, je crois il faut qu'on arrive à réajuster le parti, d'abord à rassembler tous ceux qui ont cru au message des 13 parlementaires, parce que nous tous, si nous avons adhéré à l'UDPS, ce n'est pas parce qu'il y avait un oncle ou un cousin ou un ami. Non, nous avons adhéré parce qu'il y avait la lettre ouverte des 13 parlementaires, et dans cette lettre ouverte, nous avons identifié les grandes orientations qui pouvaient sauver notre pays. Donc, il faudrait quand même qu'on revienne dans ces objectifs fondamentaux pour que l'UDPS, qui est un parti historique, parce que nous sommes arrivés à un stade où l'UDPS doit composer avec d'autres partis. Bien sûr, c'est la démocratie. Mais au fond, c'était l'UDPS qui devait conduire cette transition vers la réussite de la démocratie. Mais il n'est pas tard. On s'attelle à ce que l'UDPS rassemble tous ses enfants et tous ses descendants, et puis qu'on donne la bonne direction qui a été accouchée par les fondateurs du parti. Voilà. Aujourd'hui, nous avons UDPS qui bat ça. Oui, on a de l'autre côté UDPS de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. C'est ça. On s'est dit, à votre avis, quel est l'élément ou les morceaux qui divisent les gens? Est-ce que c'est un problème de partage des gâteaux? C'est un problème d'ego. Parce que certains se réclament avoir la vraie vision de... C'est un problème d'ego, d'abord. C'est un problème humain, un problème d'ego. Vous savez, dans notre microcosme politique, il y a des acteurs qui sont dans la vie politique, non pas parce qu'ils défendent des valeurs et des principes, mais c'est parce que le pouvoir, disons le mandat public, est devenu la fonction sociale la plus lucrative. Et les gens, quand on voit l'évolution de l'invention de certains concepts ici, autorité morale, ainsi de suite. Excellence, consort. C'est comme on dit en lingala, du ligablo naé, sali, et puis bon, voilà. Et puis bon, demain, si lui, en tant qu'autorité morale, va négocier son entrée dans le gouvernement, il s'en fout des militants qui l'ont soutenu. Tout à fait. Bref, il faut qu'on arrive vraiment à recadrer la vie politique dans notre pays. Sinon, on va tourner en rond et en s'enfonçant davantage. Monsieur Basile Diatezoa, je dois rappeler que vous êtes homme politique, ancien cadre de la fédération UDPS Benelux dans les années 80, président de l'Institut Al-Kadhafi pour l'Union africaine à Bruxelles jusqu'à l'assassinat du colonel Kadhafi. Avec le parcours que vous avez, certains, à votre place, diraient non pour revenir au pays. Qu'est-ce qui a changé lorsque vous êtes arrivé au pays, à votre avis? Mais comme je vous ai dit, d'abord... Au-delà du climat, oui, qui est bon, favorable, pour le retour de tous les exilés. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment, quel est l'élément déclencheur qui vous a convaincu de rentrer au pays? C'est d'abord l'arrivée au pouvoir du président Fachi. Si Kabila était par exemple réélu, je ne serais pas là. Très bien. Si je suis là, c'est parce qu'il y a le président Fachi. Point barre. Donc, je viens apporter ma contribution. Il y a des sérieux problèmes qui se posent dans notre pays. À l'Est, dans des problèmes de minorités, dans le Nord Katanga, les Pygmées se battent avec les Baloubakat. Bref, nous avons beaucoup de problèmes. Il faut que chacun de nous donne le meilleur de soi pour apporter des solutions viables et durables. Donc, avec mon expérience, je me suis dit, le climat politique étant dédramatisé, je descends à Kinshasa pour apporter ma contribution. Voilà. Il y a une expression que le chef de l'État, à laquelle il a fait mention dans son discours, je crois le 14 novembre, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, lorsqu'il fait son dernier discours devant le congrès, un discours bilan dans lequel il dit, voilà, nous avons les choix entre pérenniser les acquis ou répartir à zéro. Oui. Alors si aujourd'hui, nous disons qu'il faut accorder un second mandat à Félix Tshisekedi,
ces mandats devraient être convaincants sur quel facteur de la vie, quel domaine de la vie pour lui accorder ces gros mandats? Bon, d'abord, dans sa vision, il insiste sur, disons, le développement humain, parce qu'il va parler la gratuité de l'enseignement primaire, bientôt l'enseignement secondaire. Il prend la décision pour que la maternité soit gratuite. Bref, on voit que il a un souci pour l'humain d'abord, l'homme, l'être, le citoyen congolais. Puisqu'il n'y a pas de développement si les ressources humaines ne sont pas assurées. Donc c'est déjà une très très bonne vision dans son action politique. Et ensuite, il a dédramatisé le climat politique. Bien sûr, la démocratie, nous sommes encore au début. Il faut que ça devienne une culture. Et dans le jeu politique qu'il mène, en tant que chef d'État, on voit bien que nous sommes dans la bonne direction. Maintenant, c'est la responsabilité des partis politiques, parce que on ne naît pas citoyen, on le devient. Très bien. Hein, donc, à travers l'éducation civique, l'éducation politique, ça c'est le rôle des partis politiques. Il faudrait que les partis politiques changent de paradigme. C'est dans les partis politiques qu'on forme les vrais citoyens, les militants, qui vont défendre des valeurs et des principes. Ensuite, n'oubliez pas que dans la constitution actuelle, c'est pas le président de la République qui dirige, qui gouverne, qui gère, non. C'est le Premier ministre et son gouvernement. Tout à fait. Lui, il est là pour donner les grandes orientations, pour donner la vision. Mais c'est justement au gouvernant, tant au niveau communal, provincial que national, d'aller dans le sens de gérer le bien public, dans le sens de la vision du chef de l'État. Donc je crois que ces élections vont faire décanter le climat politique et que, tirant les leçons de notre passé, nous pouvons répartir sur des bases objectives, à ne pas oublier que dans chaque communauté politique, les réformes doivent être permanentes. Très bien. Quand on analyse, par exemple, les institutions actuelles, nous savons dans quelles conditions on nous a imposé ces institutions. Cela suppose quoi? Cela suppose que tous les acteurs politiques, à chacun à son niveau, doivent approfondir la réflexion pour la bonne gouvernance, l'organisation du pouvoir politique dans notre pays. Et nous sommes dans une démocratie. Il ne faut pas oublier que le jeu politique se joue au niveau du Parlement. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux ou, je sais pas moi, dans les... Non, c'est au Parlement. Donc, chaque parti doit se battre pour avoir une bonne majorité au Parlement et ainsi avoir des députés capables de faire des propositions pour faire avancer notre souci. C'est pas des gens qui viennent au Parlement parce que ils ont des gros salaires. Non, il faut des gens qui peuvent inventer, qui peuvent nous accoucher des lois, qui peuvent donner la bonne direction au gouvernement, contrôler le gouvernement, censurer les mauvais gouvernants, des fonctionnaires indélicats. Bref, c'est le travail de chaque citoyen qui est dans l'action politique. Au pays, il faut rappeler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé un gigantesque projet dénommé Projet de développement local des 145 territoires. Oui. Est-ce qu'au travers de ce projet, vous voyez dans notre pays la pauvreté être réduite ou être bannie? Mais bien sûr, vous savez, dans la cellule de l'UDPS où je suis, à Yolo, Dallas, parce que j'ai grandi à Yolo, bon, les camarades me disaient, mais vieux, mais pourquoi est-ce que tu ne te présentes pas aux élections comme des candidats députés et tout ça? Je dis non, moi, si je dois me présenter pour un mandat public, ça sera au niveau communal. Pourquoi? Parce que la bonne gouvernance d'un pays commence au niveau local. Ok. Ah oui, parce que les gens croient que c'est Kinshasa, être ministre. Non, la bonne gouvernance commence au niveau local. Les communes, ainsi de suite. Prenons le cas, Bunagana, qui est un bled à l'est. Ouais. Mais si on doit construire un pont à Bunagana, est-ce que la décision doit venir de Kinshasa? Non, je ne crois pas. Ben, il faut qu'on décentralise la décision politique et économique.
Donc, ce programme de 145 territoires, là, ça va dans le sens de la décentralisation. Il faut tenir compte de la dimension spatiale de notre pays, de sa diversité culturelle. Donc, quand nous allons façonner nos institutions, nous devons tenir compte des caractéristiques, de ces deux caractéristiques de notre pays. La dimension, c'est la taille de notre pays et la diversité culturelle. On ne doit pas tout concentrer ici à Kinshasa. Donc, ce projet qui commence bien avec le président de la République, il montre bien sa volonté de décentraliser. Je crois que nous devons aller dans ce sens-là en améliorant les réformes institutionnelles. C'est très important. Il y a une observation, je crois, il y a quelques années, juste après le régime Kabila, les gens pensaient que l'UDPS n'a pas de tête murue, n'a pas de personne qui peut prendre parole et proposer un genre de réflexion convaincant. À une preuve, on avait cette impression-là. Ben, écoutez, il faut d'abord prendre l'historique de l'UDPS. Le parti a commencé en 82. Jusqu'en 88, quand il y a eu l'accord de Guadeloupe. Donc, il y a eu fragmentation du parti. Et le seul acteur, après le feu professeur Liao, parce que nous avons demandé au feu professeur Liao, qui était en congé sabbatique à Boston, de prendre provisoirement la présidence de l'UDPS, parce que lui, il était deuxième vice-président du parti. Okay. Et il était le seul, avec le feu Étienne Tshisekedi, à être à l'extérieur à ce moment-là. Donc, on lui avait demandé de prendre provisoirement la direction du parti. Bon, donc, nous sortons de ce choc politique et il fallait refaire l'équipe qui va diriger donc le parti. Et puis, on aborde la période de la libéralisation. Ouais. Et là, évidemment, on espérait que les fondateurs de l'UDPS devaient se retrouver ensemble pour continuer leur projet. Malheureusement, Mobutu a su les diviser et c'était vraiment chacun dans son petit coin. Mais nous, les fondamentalistes, nous avons pointé la seule personnalité qui incarnait au fond les idéaux du parti, c'était le feu Étienne Tshisekedi. Ouais. Donc nous avons suivi son courant dans l'espoir, évidemment, demain de rassembler tous ceux qui ont cru au message des 13 fondateurs parlementaires. Donc, il faut partir de là. Bon, maintenant, vous posez un problème sérieux, c'est-à-dire on accuse l'UDPS de ne pas avoir formé des cadres. Ouais. Non, des cadres, il y en a. Au-delà les individualités sont au-delà là. Du vent populaire. Oui, justement, mais les individualités sont là. Mais vous savez, le pouvoir politique, c'est pas un problème d'un individu. Le pouvoir politique, c'est un problème d'un groupe de citoyens autour d'un projet politique, économique, ainsi de suite. Il faut avoir cette mentalité politique-là. Ce n'est pas un individu qui arrive au pouvoir et qui va commencer à distribuer les prébendes, les courtisans, ainsi de suite. Non. Nous défendons les mêmes valeurs, les mêmes principes. Nous nous retrouvons ensemble pour coordonner nos actes. Et nous allons former nos cadres parce que demain, si nous arrivons au pouvoir, nous savons qui, par exemple, peut s'occuper de l'économie, qui peut s'occuper... Et d'ailleurs, quand vous prenez l'organigramme de l'UDPS fondamental, ben, je vous ai dit que le feu Étienne Tshisekedi était secrétaire national chargé de l'organisation. Ouais. Donc, il y avait différentes responsabilités. Donc, c'était au fond un gouvernement en apartheid, c'est-à-dire qui n'était pas au pouvoir, mais qui tout un système. Demain, si le groupe arrive au pouvoir, on sait quelle responsabilité donner à telle personnalité. Malheureusement, après ce crash de 88 et la débandade après la libéralisation, les cadres étaient dispersés. Certains sont restés fidèles aux fondamentaux du parti, mais
sans une coordination nationale. Bon, voilà que le président Fathi arrive. Ben, ce n'est pas l'UDPS qui arrive au pouvoir, c'est le président Fathi. Le temps que l'UDPS se recompose pour justement préciser qui et qui peuvent prendre les directions, disons, des responsabilités dans différents départements pour défendre les valeurs de l'UDPS, ça va prendre encore un peu du temps. Voilà. Ma question elle est celle de savoir cette fois-ci, aujourd'hui, quelle est l'image que vous avez de la RDC au niveau d'autres nations, au concert des nations? Vous savez, nous traversons une crise réelle de notre intelligence collective. En ce sens que, face à nos différentes problématiques, on voit bien que on s'égare, on est dispersé, on est éparpillé. Et bien souvent, chacun va maintenant dans son coin identitaire pour essayer un peu de se protéger, de défendre, disons, ses acquis personnels, individuels. Mais vous savez, une nation, c'est un construit réfléchi, de longue haleine. C'est un construit artificiel. La nation, ce n'est pas un acquis naturel. On construit une nation. Et pour construire une nation, il faut se donner des valeurs et des principes. Et jusque-là, nous avons très peu d'acteurs politiques qui ont compris cette vérité universelle pour justement répondre aux aspirations de notre peuple. Parce que tout peuple a des aspirations. Aspiration à la liberté, à la sécurité, au bien-être. Mais un peuple ignore les voies et moyens pour atteindre ses aspirations. C'est le rôle de l'élite, justement, d'aider ce peuple à atteindre ses objectifs. Malheureusement, nous avons une élite qui a échoué dans son devoir, disons, de guide pour amener le pays vers ses aspirations. Et je crois que nous devons tirer les leçons de notre histoire. Vous savez, comme on dit, à chaque chose, il y a un début, il y a une fin. Même la décadence de notre peuple aura un jour sa fin. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours espoir. C'est ainsi que nous devons former, vous les jeunes, à prendre demain vos responsabilités. Et nous devons vous aider à vous imprégner de ces valeurs qui feront de notre pays une communauté politique consciente, une communauté politique intégrée dans sa diversité culturelle, ainsi de suite, où l'être humain, quelle que soit son identité culturelle, sa race, sa religion, se sentirait dans sa sécurité, sa liberté, son identité, son bien-être. Et tout ça, évidemment, c'est le rôle de l'élite d'éclairer le peuple. Et ça, c'est à travers les partis politiques. Je crois que nous sommes là justement pour animer le débat politique et nous allons apporter notre contribution, vents et marées, parce que je vous assure, moi, depuis que je suis là, ce n'est pas facile. Très bien. Déjà à l'extérieur, j'ai ramassé tous les coups de marteau, tout ça, parce que je défends certaines valeurs ou je prends certaines orientations qui n'arrangent pas certains intérêts. Voilà. Mais c'est un problème de conviction personnelle et j'apporte ma modeste contribution pour faire avancer l'action politique dans notre pays. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24+. Merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Basile Diaté-Zoa. Il est homme politique ancien de la fédération UDPS Benelux dans les années 80. Il est ancien président, je peux dire ça, ancien président de l'Institut Al-Kadhafi pour l'Union africaine à Bruxelles jusqu'à l'assassinat du colonel Kadhafi. Nous allons aborder les dernières questions durant cet entretien avec Monsieur Basile Diaté-Zoa. La question est de savoir, aujourd'hui, la population doit voter pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour quel bilan?
Je crois que j'ai fait une petite rétrospective de 5 ans de pouvoir du président Fachi. Le bilan, c'est tout le monde. Hein, c'est une responsabilité collective. Ben, il y a eu les 2 ans et demi de la coalition Cash FCC. Ouais. Bon, donc vouloir se débobiner non, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je crois que le président Fachi, sur le plan, je dis bien, politique, économique et social, il donne les bases du renouveau. Ouais. Les acquis sont là. Mais maintenant, c'est à nous, justement, à œuvrer dans le sens de sa vision. Si, par exemple, le président de la République dit que voilà, gratuité de l'enseignement, mais lui n'est pas ministre de l'Éducation. Tout à fait. Il n'est pas ministre des Finances pour financer le budget de l'éducation, ainsi de suite. C'est à chacun de jouer son rôle dans le sens de la vision du président. Je crois qu'on se comprend. Si le président vous fait confiance, vous donne un mandat public, et que vous, parce que vous avez ce zèle, cette indélicatesse, vous détournez des fonds, ben, ce n'est pas le président qui va prendre un décret judiciaire pour vous arrêter. Il y a la justice qui est là. Le président ne va pas défendre la justice de juger tel gouvernant indélicat ou tel fonctionnaire indélicat. L'IGF a fait son travail. C'est à la justice de prendre ses responsabilités. Mais le président de la République n'est pas là pour demander à la justice, bon écoutez, vous avez... Non. Vous avez des responsabilités au niveau de la justice. L'IGF a fait son rapport. Il y a des gouvernants, il y a des fonctionnaires indélicats. Qu'attendez-vous pour commencer à faire votre travail de juriste? Vous voyez? Donc, chacun a cette responsabilité d'améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas seulement la mission du président de la République. Tout le monde doit apporter sa contribution à chaque niveau de la société. Et je crois que parler du bilan, pour moi en tout cas, le bilan est globalement positif. Très bien. Parce que si le bilan du président Fachi n'était pas positif, eh ben moi je prenais mes clics et mes claques. Voilà. Je rentrais. Très bien. Ma famille vit en Europe, mes enfants m'ont donné des petits-enfants, donc je peux aller vivre ma retraite en Europe, et puis voilà, Très bien. basta. Voilà. Vous êtes une figure d'éproux, M. Basile Diatezoa, dans notre pays. Pourriez-vous fixer la caméra Oui. et lancer un message, nous sommes pendant une période électorale, lancer un message au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. S'il pouvait recommencer avec les acquis, qu'est-ce qu'il serait mieux pour lui de refaire? Monsieur le Président Fachi, je vous félicite pour le travail abattu, vent et marée. Vous avez pris la bonne direction. Bien sûr, vous avez trouvé un pays dans une situation lamentable. Votre mission historique, c'est justement de poser les bases pour la reconstruction de notre pays. Je vous prie de conduire le pays dans sa bonne direction. Je vous en supplie de faire de votre mieux pour la paix dans tout le pays, surtout à l'est du pays. Et je vous exhorte de ne pas suivre les mauvaises volontés ou les médiocres autour de vous. Vous avez une vision que je connais très bien et vous faites preuve de responsabilité. Nous serons là pour vous réélire et je demanderai à chaque Congolais d'apporter son bulletin dans votre urne, le numéro 20. Voilà. Merci pour ce message émouvant, M. Basile Diatezoa. Il nous reste 3 minutes pour finir cette émission. Je vous pose une dernière question. Nous avons à l'est de la RDC une guerre qui date de plus de 3 décennies, plus de 30 ans. À votre avis, qu'est-ce qui doit être fait par le chef de l'État? D'abord, un petit rappel.
Vous avez 3 minutes. Oui. L'instabilité ne commence pas il y a 30 ans. Hein. C'est dès l'indépendance, à l'Est là-bas. Ça, c'est un. 2, le président Fachi, quand il arrive, il veut bien résoudre le problème. Malheureusement, les 2 premières années, c'était avec le FCC. La mauvaise coalition. Et le FCC a laissé dans les sillages des services de sécurité de l'armée les gens qui défendaient les intérêts de la Kabylie. Et ce sont ces milieux, ces adeptes de la Kabylie qui ont eu à gérer ces dossiers de l'Est. Vous savez, lui, il est chef de l'État, il est président de la République. Il n'a pas le temps d'aller fouiller dans les archives pour comprendre les différentes problématiques. On lui amène des dossiers traités. Et moi, j'ai constaté, malheureusement, on a amené sur sa table des dossiers qui étaient mal ficelés, non pas pour qu'il arrive à résoudre ces problèmes, mais simplement parce qu'on voulait le court-circuiter. Ça, c'est ma conviction personnelle. Très bien. Donc, je crois que le président doit faire de son mieux pour réajuster, disons, sa façon de gérer ce dossier. On a encore 2 minutes. Aujourd'hui, il y a cette problématique de minorité dans la partie de l'RDC, des Tutsis congolais, des Banyamulenge, des Emma. À votre avis, les dialogues, est-ce une possibilité pour résoudre ces conflits interminables? Mais bien sûr. Mais en politique, la moindre des choses, c'est savoir dialoguer. Hein? Sinon, on n'est pas des animaux politiques. Hein? La différence entre une bête et un homme, c'est que nous sommes tous des animaux, mais l'être humain est politique. Ouais. Donc le dialogue, ça, c'est basique. Bon, maintenant, vous savez, dans ces violences à l'Est, il y a des gens qui ont trouvé leurs intérêts. Financiers, ainsi de suite, tout ça, au niveau local, au niveau provincial, même au niveau international, il y a des gens qui s'enrichissent sur le sang des Congolais à l'Est. Alors, c'est à nous, les Congolais, à comprendre tout ça là et à se dire, mais écoutez, bon, venez, on va discuter. On va dialoguer. On va dire, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, à moins d'être de simples d'esprit ou des débiles. Mais nous devons ne fût-ce que discuter. Et ils ont des griefs qui sont reconnus au niveau de la communauté internationale. Les griefs sont fondés. Moi, personnellement, j'ai fait de mon mieux sur le plan intellectuel et politique pour comprendre ce qui se passe à l'Est. Et je suis arrivé à la conclusion que la solution n'est pas compliquée. C'est simplement l'ignorance et la mauvaise foi. Les mauvaises volontés, vous l'avez dit. Voilà. Donc c'est un problème de volonté politique. Mais si aujourd'hui le président Fachi décide à ce qu'on en finisse, ça ne prendra même pas 1 mois. On aura la paix dans cette région. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Basile Diatezoa. Merci pour votre disponibilité. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci aux amis qui nous suivent sur BlueSat, TNT, YouTube, Facebook. Merci de votre fidélité. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.